Bonsoir à tous, on espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un nouveau numéro des Super Talk, votre émission dédiée à l'orientation. Et on va parler d'un sujet un petit peu différent d'habitude, on va parler de séjour linguistique. Et pour l'occasion, je suis en compagnie de nos deux intervenantes du CEI, donc Annabelle Dupé, vous êtes directrice communication, et Angelina Lecouturier, responsable des programmes scolaires. Donc on va diviser cette émission en trois parties pour essayer de faire un 360 sur les séjours linguistiques avec le CEI. Donc on va parler un petit peu de vos destinations phares, ensuite on va aborder toutes les questions budgétaires et on finira par des petites questions en vrac pour bien comprendre les tenants et les aboutissants d'un séjour linguistique. Alors pour commencer, je vais me tourner vers vous. Annabelle, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quelques mots qu'est-ce qu'un séjour linguistique et qu'est-ce qu'un séjour culturel? Alors, ce qu'on appelle les séjours linguistiques, ça va être un séjour un peu tout compris, avec un hébergement, des cours de langue, des activités sportives et culturelles, un encadrement et un hébergement en famille d'accueil ou en résidence. Donc ça, c'est typiquement, on va dire, la base d'un séjour linguistique. Après, on peut y ajouter des options sportives ou autres. Et ça va aller de durée d'une semaine à 3 semaines. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle les séjours linguistiques courts. Et puis ensuite, le séjour culturel, c'est un petit peu pour les plus jeunes ce qu'on appelle les colonies de vacances. Comme les séjours linguistiques, il y a le côté tout compris. Donc on va avoir le voyage à l'international qui va être compris, l'hébergement, les activités, les visites, l'encadrement, et puis tout le programme pédagogique. Donc voilà, ça peut être soit euh, dans un seul endroit, on va dire, soit sur un itinérant. Et vous proposez aussi tout un volet programme scolaire à l'étranger. Donc comment ça se passe, Angelina? Alors pour le programme scolaire, il est très simple et en même temps très complet, mais ce qui est important de garder en tête, c'est que c'est vraiment un programme individuel. Il n'y a pas du tout d'effet de groupe. C'est vrai que les jeunes qui souhaitent partir savent qu'ils ne vont pas être à proximité d'autres Français. Ils veulent vraiment de l'immersion totale à la fois dans leur famille et à la fois au lycée. Et après, ils choisissent de partir un trimestre, un semestre ou une année scolaire. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de vivre dans la peau d'un ado néo-zélandais, italien, mexicain, irlandais. Donc, destination au choix. Mais voilà, ça, c'est vraiment la particularité de ce programme où c'est vraiment de l'immersion totale et individuelle. Donc vous proposez pas mal de programmes différents, un peu partout dans le monde. Et on va pouvoir revenir un petit peu sur vos destinations phares et les programmes associés. Donc on va jongler un petit peu entre séjours longs et séjours courts pour que vous nous expliquiez un petit peu en fonction des destinations. Donc on peut commencer par exemple par le Japon. Quel type de programme vous proposez? Alors oui, le Japon, on a tout d'abord des séjours culturels, Ouais. puisqu'il existe, par exemple, pour cet été, Tokyo-Osaka. Et puis, on peut avoir des séjours plus courts uniquement sur Tokyo. Donc là, c'est pour des 13-17 ou même des 18-25 ans. C'est assez prisé comme destination. Ça, c'est pour la partie, effectivement, séjour Séjours court. courts, oui. Et pour les séjours dits longs, en fait, on propose aussi cette destination en immersion totale où, comme je le disais, le participant, lui, il va vraiment être dans la peau d'un ado japonais, vivre dans sa famille d'accueil japonaise, vraiment toucher de très près, en fait, toute la culture japonaise, les difficultés aussi de compréhension avec le Japon et surmonter, bien entendu, tout ça et être au contact avec des ados du lycée, tout en suivant bien entendu le cursus du lycée japonais. À chaque fois, il s'agit vraiment du cursus du pays qui a été sélectionné. Vous proposez aussi pas mal de choses en Scandinavie. C'est assez surprenant parce que c'est Oui. plutôt original pour des séjours pour les mineurs, on va dire. Mais nous, on a depuis quelque temps, effectivement, développé ces destinations. Donc, par exemple, cette année, on a un séjour culturel pour les ados en Norvège. Et on a aussi un séjour en train Paris-Stockholm qui a beaucoup de succès. Vous avez aussi des destinations un petit peu originales comme l'Islande. C'est assez peu commun en séjour linguistique. Et qu'est-ce Oui, qu'on peut découvrir là-bas? Quel type de séjour? alors l'Islande, ça va être plus un séjour découverte que linguistique parce qu'on n'est pas encore, je crois pas, Angelina, qu'on le propose encore sur la partie immersion, parce que l'islandais, ça ne doit pas être évident. Ouais. Mais là, c'est vraiment un séjour découverte parce que c'est une destination assez incroyable. Ça fait très longtemps qu'on programme l'Islande, en fait, pour les,
pour les 13-17 et ça a beaucoup, beaucoup de succès. Après, de manière générale, cette zone Mm. géographique, euh, c'est aussi des endroits qu'on a envie de promouvoir et notamment, si je rebondis un petit peu sur les séjours longue durée pour Angelina, euh, on a aussi pas mal développé cette partie-là pour les séjours plus longs. Oui. Oui, alors effectivement, juste je me permets de rebondir parce que comment alors il n'y a pas, en tout cas pour le CEI, il n'y a pas des années que les pays scandinaves sont vraiment à l'ordre du jour. Donc pays scandinaves, on est sur Danemark, Suède et Norvège. Mais c'est vrai que ce sont des petites niches de destination quand même très très sympas qui répondent aussi à des tempéraments de jeunes qui sont très nature, qui n'ont pas nécessairement besoin en fait de grandes destinations, de grandes villes. C'est vraiment plutôt cocoon. Il faut effectivement avoir un Mm. bon, quand même un bon niveau d'anglais pour, Oui. notamment au début, pour bien s'immerger. Et après, ça bascule gentiment vers le danois, vers le norvégien. Donc, c'est double langue, double culture, double richesse. Voilà. Donc, tous les ans, il y a des jeunes qui choisissent ces destinations-là et qui en reviennent vraiment tout transformés et avec de belles expériences enneigées, notamment pour l'hiver. On reviendra aussi sur les langues, les prérequis en langue qu'il faut pour partir. Mais vous avez donc des destinations anglophones aussi en Angleterre, aux États-Unis, en Irlande, par exemple. Donc pareil, sur le même type de séjour. C'est ça. Ouais, ouais, on a pas mal de séjours, que ce soit l'Angleterre, l'Irlande et même les États-Unis. Nous, on fait des séjours courts, donc des séjours linguistiques, entre 12 jours et 15 jours l'été. Donc toujours la même formule comme Mm. présentée au départ. Voilà, école et puis soit famille d'accueil, soit résidence. Pour l'Irlande, on va avoir des formules qui sont très immersives, parce que c'est encore un pays très, très familial, assez rural. Et du coup, on peut aussi faire beaucoup d'activités assez particulières, comme c'est peut-être moins connu, mais on peut faire du surf en Irlande. Il y a un très bon niveau de surf là-bas. Donc, immersion et surf, on propose, et chaque année, on a des participants. On a bien sûr l'équitation, parce que l'Irlande, c'est le pays du cheval. On propose basket, tennis, danse. Donc voilà, il y a quand même dans Vous cette proposez. destination une partie un peu sportive Mm. qui peut être intéressante. Et puis, pour revenir après sur l'Angleterre, qui est quand même une destination très prisée pour les séjours linguistiques et pour améliorer l'anglais de manière générale, on a, en plus des formules classiques, on propose toute l'année des cours particuliers chez le professeur, donc complètement sur mesure en fait, sur la partie séjour court en tout cas. Et puis, on a notre séjour linguistique à New York Mm. qui fonctionne très très bien. Voilà, sur la partie court. Vous proposez également des séjours 100% en espagnol, mais aussi des séjours bilingues. Comment ça Oui. se passe, les séjours bilingues, justement? Eh ben, tout simplement, on divise par deux le nombre de cours en fait. Mm. Et donc, quand on a 20 heures de cours d'anglais, ben là, on aura 10 heures d'anglais et 10 heures d'espagnol sur une semaine. Et donc, ça se passe en Espagne. Donc, on a en plus le climat espagnol, mais la double langue. Mm. Donc, ça, c'est assez sympa. On a aussi un programme pour les programmes scolaires qui s'appelle le CEI Mix où les jeunes choisissent leur destination et souvent choisissent une destination anglophone et double avec une destination hispanophone. Donc ça permet d'avoir un séjour vraiment très bien rempli, d'avoir un double acquis culturel, linguistique. Voilà, donc tout est quasiment ouvert et faisable. Ça dépend un petit peu des attentes du jeune, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un séjour bien complet avec Mm. une première expérience de séjour sur un semestre qui permet de encore mieux appréhender en fait la deuxième tout en changeant de pays. Donc quelque chose de très complet, très D'accord. sympa. Mm. Et vous proposez aussi des cours particuliers, donc là peut-être plus sur un objectif de préparation d'examen ou ce genre de choses. Oui, les cours particuliers, en Ouais. plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on va les proposer sur énormément de destinations, puisque c'est dur sur mesure. Donc, là, dans les destinations qu'on a présentées juste avant, on en a quasiment dans toutes les destinations, peut-être pas l'Islande, mais c'est tout. Et on propose notamment l'Allemagne, parce qu'effectivement, ça reste une des secondes langues assez encore appréciées des lycéens français. Donc ça permet de bien se préparer pour la suite. Si on veut préparer un examen, par exemple, Mm. c'est parfaitement adapté, en fait, ce type de formule. Donc là Et on on a l'a aussi, bien vu. sûr, en année, pardon, on l'a aussi, bien Oui, sûr, en allez-y. séjour long, Mm. toujours l'Allemagne. D'accord. Bon, là on a fait un 360 un petit peu, un tour d'horizon des différents séjours, des formats que vous proposez, de l'âge aussi
auxquelles on peut partir et des destinations. Donc là, on va aborder la partie budget, comment financer son séjour. Mais avant ça, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu les fourchettes que vous proposez pour vos séjours, avec quelques exemples de destinations par exemple? Ben là, si je veux reprendre un petit peu ce qu'on a présenté en première partie, donc j'ai regardé pour cet été par exemple, si on part sur un 12 jours tout compris en Angleterre avec des cours de langue, un hébergement, les activités, le transport tout compris, on est à 1 885 € au départ de Paris. Et avec un seul francophone par famille, parce qu'on a l'option d'être à deux, donc ça réduit un petit peu le coût. Et ensuite, par exemple, le séjour culturel en Norvège, en 12 jours, on est à 2 300 €, toujours tout compris, avec toutes les visites, voyages, etc. Et pour le Japon, en 12 jours, on est à 2 930 €, tout D'accord. compris. Et pour les séjours longs et les Alors années scolaires à pour l'étranger? les séjours, effectivement, pour les séjours scolaires, on est sur des tranches financières qui sont un petit peu plus différentes. C'est forcément plus cher parce que c'est aussi plus long. Et ça dépend forcément de la durée de séjour, ça dépend de la destination. Il y a des paramètres qu'on est obligé de prendre en considération, les coûts de scolarité, le coût du transport, donc des variables en fait par rapport à chaque destination. Mais pour vous donner voilà une fourchette, pour les États-Unis, on propose un programme pour une année scolaire à 13 500 €. Donc incluant toujours les mêmes prestations chez nous, l'aérien, la famille d'accueil, la scolarité. Et après, il y a des destinations qui vont être un petit peu plus chères parce qu'on a aussi peut-être le choix de choisir où on veut aller, le type d'école qu'on veut. Donc, on fait un petit peu du sur-mesure, du sur-devis, effectivement, où là, ça peut aller jusqu'à 20-25 000 euros. Mais on adapte vraiment au budget de chacun et aussi selon les envies. Avec notre expérience, on arrive généralement à quand même trouver des bons compromis. Et est-ce qu'il y a des frais annexes, par exemple, que ce soit l'alimentation, le transport pour se rendre là-bas, les activités, ou selon les séjours, on peut avoir tout inclus, comme des séjours assez courts, on va avoir l'hébergement, les activités, les transports, ou ça peut varier? Pour les séjours courts, clairement, il n'y a pas de frais annexes à part l'argent de poche. Voilà, ça va D'accord. vraiment être ça. Donc là, ça va totalement dépendre des personnes. Et ensuite, on va de toute façon, nous, beaucoup prévenir en amont. Parfois, il est possible qu'on demande de payer le visa, mais c'est pas grand-chose, puisque maintenant, par Oui. exemple, pour l'Angleterre, il y a besoin d'une autorisation électronique de voyage. Mais tout ça, c'est expliqué avant, c'est pas des frais énormes. Et puis après, sur place, il y a besoin de rien ajouter normalement sur les séjours D'accord. courts, en dehors de l'argent de poche, aucun besoin. Et comment on peut financer justement nos séjours? Est-ce qu'il existe des aides pour nous aider un petit peu? Alors oui, là, ça va être, il y a une bonne partie qui va concerner les séjours courts, mais je crois qu'Angelina, tu pourras parler après sur ce que je vais indiquer. Nous, on travaille beaucoup avec des CSE, donc anciennement les comités d'entreprise. Aujourd'hui, ça s'appelle comité social et économique. Donc en gros, ce sont des entreprises qui participent financièrement au voyage des ayants droit. Donc ça peut être soit par rapport au quotient familial, soit l'entreprise a acheté chez nous en fait, met des options et en fait on a négocié un tarif. Parfois même on fait des séjours sur mesure pour certaines entreprises et donc les participants vont partir entre enfants du personnel. Donc il y a cette partie-là, ou alors on peut tout simplement bénéficier d'une réduction après coup en s'inscrivant chez nous et puis demander à l'entreprise de participer. Donc il existe plusieurs formules et on travaille beaucoup avec des entreprises de ce côté-là. Et après, je crois qu'il y a une autre façon de faire peut-être pour les séjours longs. Alors, il y a deux choses qu'on met facilement en place. En fait, c'est aussi les facilités de paiement en 5 fois, 6 fois sans frais, en fait, pour aussi pouvoir aider les parents qui financent et pouvoir donc échelonner la totalité du montant du séjour. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, on peut avoir aussi des, enfin, une autre piste, celle du mécénat d'entreprise, où il y a effectivement des entreprises qui aident partiellement à financer justement le financement du séjour et qui peuvent voilà comment donner un peu ce qu'elles veulent et le montant qu'elles souhaitent.
Ça a fonctionné par le passé, ça finance pas nécessairement la totalité, mais en tout cas, c'est vraiment pas négligeable. Et après, l'autre piste, c'est de voir aussi avec son lycée s'il est un petit peu labellisé Erasmus+. En tout cas, ça, c'est une piste à vraiment à consulter parce que l'établissement scolaire qui a peut-être son enveloppe Erasmus+, offre peut-être des bourses pour les programmes de mobilité individuelle. Donc, à voir parce que c'est aussi une possibilité de financement. Nous aussi, on propose des facilités de paiement, hein. Effectivement, de toute façon, au CU, on a cette démarche pour tous nos programmes. Donc, il n'y a pas de souci, on peut payer en plusieurs fois sans frais. Systématiquement, il suffit de s'organiser avec les conseillères. Et après, il y a un peu plus d'aide, on va dire, sur la partie plus courte, parce qu'il y a aussi tout ce qui est chèque vacances. Oui, Donc, c'est aussi une participation de l'entreprise. Il y a aussi les bons VACAF qui peuvent être utilisés sur les séjours courts, que ce soit les séjours culturels ou les séjours linguistiques. C'est valable pour les deux. Et après, il y a aussi, ça faut pas oublier, c'est pas à négliger, d'aller toujours un petit peu oui, chercher les différentes pistes, mais il y a aussi les aides publiques. Donc, ça peut être soit le département, la région, même la ville. oui, Donc, il faut vraiment pas hésiter à aller se renseigner, ne pas hésiter même à oser cumuler les différentes réductions. On peut tout à fait imaginer cumuler des chèques vacances, une aide de la région et pourquoi pas une bourse de son oui, lycée. Voilà. Et ce qu'on a pu voir aussi avec, alors, je sais pas si toi, Angelina, tu l'as vécu, mais moi, j'en avais pas mal entendu parler. On a aussi certains jeunes qui ont eux-mêmes aidé à financer leur séjour en lançant une campagne d'autofinancement, en fait. Et ça peut se faire si on s'y prend à l'avance. Et Ça peut donc être toutes les intéressant. cagnottes de Ouais, crowdfunding où on explique son projet finalement sur une application et Exactement. chacun participe à hauteur de ce qu'il veut pour C'est réaliser ça, des projets. Donc tout à fait. pensez-y, ça peut fonctionner. Vous avez des exemples en plus, donc ça peut être hyper intéressant. Tout à fait. Maintenant, on va passer un peu à plein de petites questions qu'on se pose avant de partir et soit qui nous freinent parce qu'on ne sait pas trop. Donc on va revenir sur tout ça. Premièrement, est-ce qu'on est obligé de parler la langue du pays dans lequel on veut aller en fonction du séjour qu'on vise? Alors moi, je vais réagir par rapport aux séjours courts. Ça va vraiment dépendre déjà de la thématique parce qu'on a des séjours qui vont être ouverts aux débutants. C'est de toute façon clairement exprimé voilà, dans nos brochures et puis sur le site internet. En général, on fait passer un test de niveau avant de débuter quand ce sont des séjours en groupe. Donc là, il n'y a pas de souci. En fait, si on est un grand débutant, on va se retrouver au premier niveau, on va dire, dans un groupe de notre niveau et puis on va progresser en fonction de ça. Après, ce qu'on va faire aussi, c'est pour les cours particuliers, on propose des tests en ligne pour l'anglais, l'allemand et l'espagnol sur notre site. Ok. C'est gratuit. Ça nous permet d'avoir le niveau de langue CE-CRL, comment dire, la certification européenne. En fait, ça nous permet de savoir déjà un petit peu à quel niveau on est. Et nous, ça nous permet ensuite de proposer un programme adapté pour les cours particuliers. Ça, c'est pour les séjours courts. Et pour les séjours longs, alors, pour il y a les des tests séjours longs, on d'entrée. a une démarche un petit peu différente parce que ça dépend des pays en fait de destination. Et il y a aussi des pays qui sont plus ou moins demandeurs d'un niveau de langue. Mais en général, c'est à minima 4 à 5 années d'études de toute façon en général, puisque les séjours qu'on propose, c'est vraiment pour les élèves de troisième, seconde, première et terminale. Donc, on a la certitude qu'ils ont déjà en principe étudié la langue. Mais par exemple, pour les pays scandinaves ou même pour le Japon, parce qu'il y a des passions, les jeunes, ils n'ont pas nécessairement étudié la langue. Donc, de toute manière, à la base, il faut quand même un bon niveau d'anglais, pouvoir s'exprimer au quotidien, pouvoir être compris au quotidien. C'est toujours plus simple aussi et plus confort, je dirais, pour l'intégration des premières semaines. Donc, et quand le jeune n'a jamais ou peu en fait appris la langue, on l'encourage pleinement, on lui recommande et c'est presque obligatoire, mais de passer par une petite appli sur les 3, 4, 5 mois qui précèdent en fait son départ pour pouvoir se préparer un peu mieux bah, au danois, au suédois, au norvégien, au Un peu plus à japonais. l'aise. Voilà, et puis ne pas être complètement perdu. Après, étant immergé sur place, ça va aussi très vite, mais d'avoir cette petite base supplémentaire, c'est toujours mieux. Et quand on a une destination en tête, est-ce que c'est nous qui allons pouvoir choisir la ville où on va être envoyé ou c'est le CEI qui décide?
Alors pour les programmes scolaires, il y a plein de paramètres, Mhm. mais en tout cas, nous, notre rôle, c'est vraiment d'orienter le jeune sur la bonne destination. Après, on parlera de ville. Après, on parlera, voilà, d'attentes plus ou moins définies. Mais c'est vrai que on va réagir par rapport au tempérament du jeune, ce qu'il va nous présenter, comment il va se présenter auprès de nous pour répondre à la meilleure des destinations. On sait par exemple que les États-Unis, même si ça reste la destination numéro un depuis toujours, c'est pas le pays le plus simple en fait Pour y aller. pour étudier, pour vivre. Il y a beaucoup d'attentes. Donc c'est vrai qu'il y a des fois des tempéraments qui sont un petit peu limites et qu'on va peut-être réorienter vers des pays plus souples. Voilà, donc on adapte. Donc à la fois, oui, il y a des souhaits qui sont émis par le jeune, et puis après, s'il y a besoin, on réoriente. Voilà. Et concernant les démarches, pareil, ça va dépendre des pays qu'on vise et des démarches. S'il faut un visa, par exemple, typiquement, ça peut prendre du temps. Donc, combien de temps en avance je dois m'y prendre pour organiser un séjour linguistique, que ce soit court ou long? Alors sur les séjours courts, bon, évidemment, on dit le plus tôt sera le mieux parce que Ouais, pour nous, c'est bien plus facile d'organiser, notamment quand c'est des séjours avec des groupes. C'est toujours intéressant de savoir combien de personnes vont partir, les tranches d'âge, et puis même voilà, l'équilibre fille-garçon quand on a des séjours où, par exemple, ça va être en résidence, ce genre de choses. Mais on va dire que jusqu'à un mois avant le départ, c'est possible de s'inscrire, s'il reste des places, bien sûr. Parce qu'après, on a rarement des sujets de visa, vu qu'on est majoritairement sur l'Europe et puis même sur les États-Unis, on n'a pas ce ouais. souci-là pour des séjours aussi courts. Donc, il n'y a pas de souci. Ça sera plus une question de remplissage, en fait, là, dans ces cas-là, sur les séjours courts. Donc, pour les séjours courts, par exemple, si je veux partir cet été ou dès la rentrée, c'est encore possible s'il y a de la place. Tout à fait. Ouais, tout à fait. On a encore tout à fait la possibilité de s'inscrire sur cet été. Voilà, jusqu'à un mois avant le départ, s'il reste de la place, Ouais. c'est tout à fait possible. Et pour les séjours longs, c'est sûrement beaucoup plus en avance. Alors c'est plus en avance. D'ailleurs, je voulais dire que pour ceux qui seraient prêts ou qui auraient envie de partir en septembre 2025, qui est la prochaine échéance pour nous, c'est encore tout à fait possible. Donc c'est vrai que par contre, il faut aussi prendre quelques mois à l'avance. On part sur une base moyenne de allez, 3-4 mois avant. Ça dépend aussi des pays parce qu'il y a des pays qui ont besoin d'un visa et d'autres pas du tout. On passe la frontière assez facilement, donc ça allège aussi les démarches. Et puis il y a des parents de manière assez générale qui commencent à regarder, ou des jeunes qui commencent à s'en préoccuper quasiment un an à l'avance. Donc c'est-à-dire que oui, il est arrivé que les personnes nous questionnent bah, au mois de septembre pour le mois de septembre prochain, ce qui est bien et Ouais. surtout très confort pour l'organisation même du séjour. Mais après, techniquement, c'est vrai qu'on peut aussi faire les choses un petit peu plus tardivement. Il ne faut pas se mettre de barrière, et le CEI a suffisamment d'expérience pour pouvoir guider même les demandes un peu tardives dans ce sens, et puis que ça aboutisse. Voilà, en 4 mois à l'avance, on peut encore tout à fait gérer comme il faut. Et vous proposez des séjours pour quelle tranche d'âge? Est-ce que je peux partir au collège, au lycée? Est-ce que les âges sont mixés pendant les séjours? Sur les séjours courts, on va faire collège, lycée sans problème. Et après, les tranches d'âge, par contre, respectent un petit peu les tranches d'âge de classe. Voilà, pour D'accord. le séjour linguistique. Mm. Typiquement, si on reste sur de la colo ou en tout séjour, circuit, séjour culturel, là, on va être sur majoritairement du 13-17 ans. Et puis, on propose un petit peu des programmes pour les 18-25 ans. Et pour les séjours longs, c'est pareil, on peut Alors, séjour partir. scolaire, ouais, c'est très. Par contre, c'est beaucoup plus entre guillemets cadré, parce que comme on parle de séjour scolaire, on veut dire aussi bah, être inscrit au collège ou au lycée. Donc, on est sur une tranche d'âge qui va de 14 ans, bah, des fois 13, on va dire 13 ans jusqu'à 18 ans. Même les bacheliers peuvent prétendre à partir en fait. Donc, on est plutôt dans les années lycée. La tranche d'âge la plus représentée, c'est 15, 16, 17. Et une question qui revient pas mal, c'est l'hébergement, parce que ça peut quand même bien changer l'expérience globale si on est en famille d'accueil ou si on est en résidence, par exemple. Donc, est-ce qu'on a le droit de choisir d'être en famille d'accueil ou en résidence avec d'autres personnes, ou comment ça se passe? Alors sur le choix de effectivement la forme d'hébergement, bien sûr, c'est vraiment un critère d'ailleurs Mm. souvent de choix. Puisqu'on sait que bah, la résidence, ça va être plus un esprit colo ou campus et la famille d'accueil, on est plus dans de l'immersion. Après, pour les séjours courts,
Effectivement, on est moins, c'est moins impactant que sur les séjours longs, donc on met moins de choses en place. Là, on va plus demander aux personnes de remplir un formulaire d'inscription et on va se caler vraiment sur, bah voilà, ça va être si le jeune a des allergies, par exemple, bien évidemment, on va faire attention à ne pas le mettre dans une famille qui a des chats, s'il y a une allergie aux chats, Oui. ce genre de choses. Si, par exemple, il y a des besoins de soins spécifiques comme des je sais pas, une personne qui serait allergique au gluten ou qui devrait avoir un traitement pour le diabète, par exemple, ben, nous, on va faire attention à mettre la personne peut-être dans une famille avec une infirmière, par exemple, dans qui est famille d'accueil. Donc tout ça, on peut le prendre en compte, mais ça va pas être sur des critères de personnalité, pas sur des séjours courts, en tout D'accord. cas. Et pour les séjours longs? Ouais, pour les séjours longs, on est très très spécialisé dans l'intégration en famille parce que c'est vrai que c'est aussi un bon moyen de vivre les choses de l'intérieur. On réfléchit toujours à l'immersion totale, donc c'est vrai qu'en étant immergé au sein d'une famille, avec ou sans enfants, avec des petits-enfants, des grands-enfants, des grands-parents des fois qui vivent à la maison, c'est vrai que ça peut, enfin c'est aussi très très Ouais. très très riche en approche. Donc voilà, pour nous ce sera la famille d'accueil et pas de programme en résidence pour les séjours longs. D'accord. Et plus spécifiquement pour les séjours longs, donc là par exemple on peut être en immersion dans un lycée, par exemple à l'étranger, est-ce qu'on va avoir le droit de choisir des matières différentes ou on va vraiment suivre le programme comme un élève natif de là-bas finalement? Alors, c'est très simple en fait parce que c'est effectivement suivre le cursus du pays qui a été sélectionné. Donc avec les mêmes obligations, je dirais. Après, il y a des systèmes scolaires qui sont plus ou moins souples par rapport au choix même des matières. Et je pense aux systèmes anglo-saxons qui, eux, offrent généralement une palette assez intéressante et assez large de matières. Donc, en plus des matières obligatoires, il y a toujours la possibilité de choisir des matières ouais, optionnelles. Donc là, c'est aux jeunes de composer et puis de voir un petit peu ce qu'il a envie de faire. Est-ce qu'il a envie de rester académique ou alors il s'essaye à des choses complètement différentes. Et par là, j'entends, bah, est-ce qu'il a envie d'une classe de cuisine, il a envie d'une classe de menuiserie, il a envie d'une classe de photographie. Donc on est sur des choses, bah, voilà, différentes, mais en tout cas avec une approche autre, toujours éducative, mais en tout cas qui permet d'ouvrir, de s'ouvrir vers d'autres intérêts, d'autres horizons. Donc à la fois je dis oui, parce qu'on peut choisir, et puis à la fois il y a quand même cette partie obligatoire et imposée par le cursus scolaire lui-même. Et toujours dans les séjours longs, on a déjà un peu parlé de budget avant, mais est-ce qu'il y a des frais supplémentaires? Par exemple, certaines écoles demandent des uniformes. Est-ce que c'est à la charge du jeune qui part ou Ouais, c'est inclus dedans? c'est une bonne question, c'est une bonne remarque parce que ça dépend là encore des pays, mais tout ce qui est frais, je dirais personnels et notamment l'uniforme reste bah, du budget en fait du jeune et à Ouais. prévoir une fois qu'il arrive sur place. Donc on a ce type de frais annexes. Les frais annexes, après, ce sont des sorties optionnelles que proposerait l'établissement scolaire et auxquelles le jeune bah, participe ou pas, ce sera de son propre choix. Et après, l'argent de poche, comme on disait tout à l'heure, où là, on a une fourchette à peu près par pays selon le niveau de vie, qui va couvrir les dépenses dites personnelles, les produits d'hygiène, le téléphone, les livres, les achats de vêtements, enfin tout ce dont on aura besoin au fur et à mesure d'un séjour de 3 mois, de 6 mois ou d'un an. Et comment ça se passe au niveau des cours, des contrôles, des devoirs on passe exactement la même chose que les autres élèves qui sont là-bas. Alors oui, l'idée Ça, c'est c'est pareil. vraiment ça, c'est vraiment de suivre, comme je disais, le cursus avec les mêmes interdictions, les mêmes obligations. Il faut être participatif. Les jeunes, on leur dit jamais qu'ils y vont juste en observateur. Ils doivent être vraiment proactifs, moteurs, et puis avoir cette chance aussi bah, il y a le côté scolaire, c'est une chose, et puis il y a aussi le côté un peu moins académique des activités extrascolaires où là, ils ont la possibilité aussi de faire du sport, de participer à un club, de participer à la pièce de théâtre, à la comédie musicale, à la chorale, à l'orchestre. Enfin, voilà, il y a tout plein de belles choses et voilà, qui permettent de s'intégrer à l'établissement scolaire, de se faire des copains et de vivre bah, sa vie d'ado à l'étranger et en étant toujours très actif. Ça, c'est hyper important pour le bon équilibre du séjour.
Et pour les séjours un peu plus courts, comment ça se passe finalement, les cours sur place, les évaluations? Est-ce qu'il y a un test d'entrée et de sortie pour vérifier le niveau? Oui, ouais, tout à fait. En fait, ce qui va se passer, c'est que là, c'est des cours qui sont donnés par des profs qui ont un agrément spécial qui est, par exemple, pour l'anglais euh, pour les étrangers. Donc, en fait, c'est une formation spécifique. Donc, il y a une méthodologie différente de ce qu'on peut avoir en classe en France. C'est très interactif, c'est beaucoup basé sur l'oral. Ça peut être sur des petits sketchs. Voilà, ça va vraiment être pour inciter les jeunes à participer en fait de manière très naturelle, très détendue. Et effectivement, il y a ce test de début pour déjà mettre les jeunes dans les bons groupes de niveau au départ. Et puis ensuite, le test d'évaluation à la fin pour voir les progrès. Ce qui est intéressant aussi, c'est que de toute façon, quand on est en famille d'accueil ou si on est en résidence et qu'on est avec des internationaux aussi sur place, c'est de pouvoir pratiquer aussi Ouais, le pas le soir, choix, hein. voilà, et en dehors des cours. On met en place des petits quiz ou des jeux dans la ville pour aller voir les commerçants. L'objectif, c'est vraiment d'être dans une réalité et voilà, de profiter d'être à l'étranger pour vivre la langue et se rendre compte de l'utilité d'apprendre, en fait, que c'est pas juste théorique. Et, euh, et donc, voilà, c'est un peu challengeant, mais plutôt fun. C'est très différent de ce qu'on va faire le reste de l'année. Et si on revient sur les cours particuliers, par exemple, ou les séjours un petit peu plus intensifs, là, ça va aussi dépendre du besoin qu'on a exprimé, si on veut préparer un examen, si on veut revoir travailler certaines lacunes. Donc là, ce sera complètement adapté au niveau, avec des cours à la fois théoriques et puis de l'expression, en fait. Mais de manière générale, nous, au CEI, on dit qu'un séjour linguistique, il faut, oui, c'est vivre la langue, en fait. Oui, Voilà, c'est tant qu'on la vit pas, on se rend pas compte bah, c'est le réellement but de de ce que l'immersion, c'est. hein. Exactement. C'est ça, hein. Et finalement, j'ai envie de finir sur un point un peu bloquant pour les jeunes qui auraient peur de perdre une année pour un séjour long, alors que c'est pas du tout perdre une année finalement. Faire un an à l'étranger, c'est beaucoup plus bénéfique que ça. Donc, une question que beaucoup se posent, c'est est-ce qu'on va redoubler en rentrant en France et comment ça se passe si je suis en terminale avec Parcoursup? Alors non, c'est pas du tout une année de perdu. Au contraire, c'est tellement de choses de gagner au niveau personnel, au niveau linguistique, au niveau autonomie, indépendance. Enfin, c'est juste énorme, en fait, le bénéfice d'une expérience de ce type. Et après, l'avantage, c'est que les jeunes, bah, quand ils reviennent, ils savent encore mieux ce qu'ils veulent faire ou ce qu'ils ne veulent plus faire. Donc, il y a un vrai éclaircissement qui s'opère. Donc ça, c'est le gros, gros avantage. Et puis après, bah, c'est vrai que comment il va récupérer le système scolaire français là où il l'a laissé, mais avec toute cette expérience Mm. gagnée. Donc en plus, au passage, bah, généralement, le bac, il est obtenu avec mention parce que l'anglais, l'espagnol, enfin la langue, bah, voilà, c'est hyper maîtrisé. Donc ça va tout seul. Et aussi, il y a un vrai gain voilà, scolaire, même si à l'étranger, les méthodes d'apprentissage sont aussi très différentes. Mais c'est aussi voilà, toute une approche autre, mais qui complète vraiment les méthodes françaises. Donc ça, c'est top pour tous les jeunes qui peuvent avoir cette expérience-là. Donc, dans ce cas-là, on parle d'un bac en 4 ans, ce qui est quand même plutôt bien, Mm. en fait. Et il y a plein d'établissements qui aussi intègrent cette idée de bac en 4 ans et qui réinscrivent les jeunes sans problème dès qu'ils reviennent en France. Donc, ça, c'est le côté très positif. Et après, pour les bacheliers qui partent après l'obtention de leur bac pour Parcoursup, eh ben, comme tout peut se faire à distance, c'est assez simple parce que le jeune, lui, il peut tout à fait remplir son Parcoursup de là où il est avec l'assistance de ses parents. Donc la démarche, elle se fait avec le même calendrier, elle se fait avec les mêmes impératifs, mais à distance. Et voilà, garder un œil sur le calendrier et sur les échéances. En tout cas, le jeune fait ses vœux. Voilà, il y a pas de Y a pas de souci. problématique supplémentaire. Ouais. Mm. Et puis de toute façon, il y a toute une histoire d'année de césure qui est possible si entre notre terminale et notre première année d'études supérieures, on a toujours 17 ans par exemple, en fonction de vos séjours. Il y a toujours la possibilité de faire ses vœux et de demander une année de césure pour partir.
Et comme ça, vous avez votre place en études supérieures à votre retour. Donc ça, c'est aussi non négligeable et vous ne perdez pas d'année. Est-ce que vous auriez un petit mot de la fin sur les bénéfices des séjours linguistiques? Qu'est-ce que ça peut apporter finalement, inciter les jeunes à partir découvrir un petit peu d'autres pays? Moi, je vais démarrer avec les séjours courts. En fait, la première chose dont on s'aperçoit, même sur un séjour de 2 semaines, c'est qu'on ose, en fait, au retour, on est plus à l'aise, on se rend compte, comme je le disais auparavant, de l'utilité d'apprendre une langue, de la pratiquer, de s'être confronté finalement à des locaux ou à des internationaux, d'avoir fait des rencontres pendant son séjour, que ce soit avec d'autres francophones ou avec des étrangers. Ça reste toujours très bénéfique parce on est un peu sorti de son quotidien déjà et on a vécu une expérience et on s'en souvient toute notre vie. Et pour les séjours longs, alors c'est tout ce que Annabelle a pu expliquer, mais en puissance 1000, en fait. Et, euh, et en fait, on a des jeunes qui reviennent vraiment, mais on a des jeunes sur lesquels on a un peu parfois fait des paris, mais pour lesquels ça a vraiment, vraiment réussi et ça a été vraiment sans regret de les avoir lancés sur quelque chose d'autre. C'est, comme je le disais, beaucoup d'autonomie gagnée, d'indépendance, de clairvoyance. Donc tous les bénéfices sont juste extraordinaires, que ce soit trimestre, semestre ou une année. Après, si on a la chance de pouvoir partir une année, c'est ce qui est effectivement le mieux. Et sur un CV aussi, c'est toujours Oui. voilà, un gros plus. Mais en tout cas, quelle que soit la durée de l'expérience, on n'en ressort jamais indemne. Et si je dis ça, c'est vraiment dans le bon sens du terme parce que ça a créé vraiment beaucoup de choses positives, en plus d'être sorti effectivement de sa zone de confort, parce que ça, c'est voilà, on prend des risques, mais en même temps, c'est des risques voilà, qui amènent plein de bonnes vibes et plein de bonnes choses. Et voilà, osez. Vous n'êtes pas obligé de partir tout de suite pour un séjour d'1 an. Vous proposez des séjours de plein de durées différentes. Donc vous pouvez commencer un séjour en Europe, une petite durée, et après pourquoi pas partir 1 an. Donc pas de pression là-dessus, mais n'hésitez pas à partir. Retrouvez aussi tous les séjours du CEI sur le site internet. On vous mettra tout dans la barre d'infos, dans les petits. Donc n'hésitez pas à vous renseigner. Et voilà, je trouve que c'est un très beau mot de la fin. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. À bientôt.